Bakia tu Mungu atuponeshe. Watu wanatafuta ukweli, mapendo kwenye iko ni mbali. Bonsoir mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir pour moi et c'est émouvant de nous recevoir chez vous. Et voilà, nous sommes déjà au deuxième mois de l'année 2018, donc nous sommes au début de l'année. C'est toujours bien pour nous de poser bien les jalons et de se fixer des objectifs pour que l'an 2018 puisse se terminer en beauté. Et voilà, Femmes des Tropiques, toujours dans son format de magazine de femmes, reçoit pour vous Madame Rita Chei Chitokopembe. Elle est présidente nationale du mouvement plutôt national des démocrates libéraux et elle fut aussi commissaire spéciale adjointe honoraire. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Je veux bien. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Bonne année déjà. Merci. Je crois bien que vous commencez bien l'année. On la commence bien, mais avec beaucoup de tristesse en même temps. Pourquoi beaucoup de tristesse? Oui, par rapport à la situation qui prévaut dans le Kasaï, précisément à Kakenge, dans les territoires de Mouika. Nous avons connu des pertes en vies humaines, beaucoup de blessés, beaucoup de déplacés. C'est quand même une situation qui attriste, surtout que j'ai pu assister, j'ai vu certaines victimes. J'ai encore les images. Donc vous avez des remords dans l'âme. Oui. Donc voilà. Avec vous, nous allons parler du droit de la femme dans les Kasaï. Vous savez, lorsque une femme ne connaît pas ses droits, elle sera piétinée. Lorsqu'on est ignorant de ses droits, on sera marginalisé. Vous êtes en même temps activiste du droit de la femme dans les Kasaï. Est-ce que le droit est respecté là-bas? Bon, ce qui est vrai que de manière générale, chaque citoyen a ses droits. L'homme comme la femme ou l'enfant, ils ont tous le droit. Mais du côté de la femme, je crois qu'on y met plus l'accent parce que la femme est trop vulnérable par rapport à un certain nombre d'aspects de choses dans la société. Vous trouverez qu'à un certain moment, la femme ou la jeune fille n'avait pas l'accès à l'école. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un peu d'avancée, mais qui reste encore à beaucoup améliorer. Il y a de ces femmes-là qui ont pris conscience pour leur droit à l'éducation, mais qui n'en ont pas la possibilité. Ça constitue en même temps un freinage. Mais la femme kassaïenne a droit au respect, à sa dignité, à sa considération. Elle a droit au repos, parce que cette femme travaille sans repos. Oui, elle a droit au repos. Elle a aussi droit à la formation. Même si elle n'avait pas pu suivre de manière normale son cycle éducationnel, je crois qu'elle a aujourd'hui droit à faire, par exemple, le cours de formation français, parler, écrire, ou même le chiluba, écrire, comment écrire pour suivre les enfants. Oui, même pour son propre épanouissement, elle peut faire une formation d'informatique et un jour aspirer à aller travailler dans un bureau, qu'elle continue à être une femme au ménage. Tout à l'heure, je vous ai suivi, vous avez vraiment mis l'accent sur les repos de la femme. Qu'en dites-vous du repos de la femme? Je n'ai pas vraiment bien saisi. Oui, quand je parle du repos de la femme, je suis restée longtemps dans le Congo profond et j'y vais de temps en temps parfois. Je trouve que la femme travaille énormément, elle travaille beaucoup. Ou elle fait le travail de champ. Quand elle revient du champ, elle prépare. Il me disait, les enfants ne connaissent plus le nom de papa. L'enfant, je me rappelle une fois, je roulais, je vis le femme avec beaucoup de feuilles de manioc sur la tête, avec de manioc. C'était dans une petite brousse.
Et ça m'avait beaucoup interpellée. Bon, pour les décharger, une façon pour moi de les assister et les encourager à leur métier, je dis, j'achète toutes leurs marchandises pour leur permettre de rentrer à temps et moi je peux conserver ça et tout ça. Mais c'était une façon seulement de les encourager. Et quand j'ai acheté ça, la femme là m'a dit des mots qui m'ont touchée jusqu'aujourd'hui. Elle me disait, ah merci maman, je rentre pour payer les Minerva de l'enfant. Les enfants ne savent plus le nom de papa. Quand ils reviennent, c'est maman, on m'a chassé à l'école. La femme a mis le bras. Maman, je n'ai pas les cahiers. Donc, nos enfants ne savent plus dire papa, je n'ai pas de cahiers. Et elle ajoute, elle dit, l'enfant dit maman, je n'ai pas de cahier. Maman, on m'a chassé à l'école parce qu'elle sait que c'est maman qui transporte le bassin des feuilles de manioc pour aller vendre. Donc aujourd'hui, c'est les substituts de rôle. Oui, ben, même celle qui va au marché, c'est la même chose. Elle se réveille tôt le matin pour aller au marché, elle revient le soir fatiguée. C'est encore elle qui doit préparer. C'est encore à elle que les enfants posent le même problème des Minerval. C'est là où je dis, la femme a droit au repos. Même quand l'homme va aussi chercher, la plupart qui vont dans le mine, ils laissent toujours femmes et enfants pendant 2 mois, des années, et parfois même c'est le divorce non prononcé. Parce que l'homme part pour un jour, il y fait des semaines, ça devient 2 mois, 2 années, et parfois quand la femme suit, elle trouve que l'homme s'est déjà marié là-bas, donc c'est ça, c'est ce que la femme vit au Kasaï. Si je vous comprends bien, parce que vous étiez aussi commissaire spécial adjoint honoraire dans les Kasaï, donc vous imprégnez mieux des problèmes quotidiens. Je les imprègne avant même que je ne sois commissaire spécial adjoint. Oui, parce que j'ai grandi au Kasaï, ça c'est de 1. De 2, j'ai aussi beaucoup travaillé dans le Kasaï. J'étais conseillère du gouverneur Dominique Kankou. Donc j'étais directrice d'Orange R2C pour le Grand Kasaï. Et donc j'y allais d'ailleurs pour les activités de l'association, le Forum des femmes pour la bonne gouvernance et le développement. Et j'y suis encore allée comme commissaire spécial. Donc vous aussi, vous êtes femme à plusieurs casquettes alors. Donc voilà. Femme à plusieurs casquettes. Actuellement, vous êtes président du Mouvement national des démocrates libéraux. Est-ce que c'est facile pour vous de gérer? Bien sûr, la gestion, moi non seulement je suis une femme instruite, j'ai une licence en administration des affaires et les sciences économiques. Je n'ai pas été à l'université pour chercher les diplômes, mais j'ai été pour chercher la formation. Et c'est cette formation qui m'aide à faire tout ce que je fais. Et la gestion aussi, je l'ai apprise depuis le bas âge. Donc mon père, moi, m'apprenait déjà à gérer au niveau micro, comment gérer la maison, comment d'abord il m'apprenait comment une femme se comporte. Donc, mais au moins il me disait que je dois étudier parce que, et aussi je devais ressembler à ma grand-mère qui était mon homo, qui avait la personnalité, qui ne pouvait pas permettre qu'un homme se joue d'elle. Donc mon père voulait de moi cette femme. Et il me disait qu'il n'y a qu'au travers les études que je peux être cette femme de caractère, cette femme bien formée, cette femme qui doit connaître ce droit, cette femme qui sait se défendre, qui sait soutenir les autres, accompagner les autres, et cette femme modèle. Donc vous avez reçu un basique dès le bas âge, disons. Donc c'est ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est important pour les parents qui nous suivent en ces moments de communiquer et de challenger un peu leurs enfants aussi. Oui, oui, parce que nous, quand on a grandi, même la gestion en termes d'argent, mon père nous disait, oui, chez nous, on ne savait pas cacher de l'argent, on savait où papa mettait son salaire, quand il y a de besoins, on partageait. S'il n'est pas là, chaque enfant savait où prendre l'argent. Il note, quand papa vient, on lui dit qu'il y avait peut-être tel besoin urgent, on a dépensé autant, voilà ce qu'on a fait. Et l'enfant sait quand on envoie comment rendre compte à papa,
Donc nous, on était les enfants, papa peut te donner la clé, prends la clé, va dans mon bureau, regarde le deuxième tiroir à gauche, tire, il y a autant d'argent, prends autant. Donc c'était comme ça. Quand il est au bureau, il dit, pour savoir que c'est moi qui ai envoyé quelqu'un à la maison pour prendre quelque chose, il doit avoir quelque chose de moi. Ça veut dire que mon père envoie quelqu'un avec un trousseau de clés, il dit, papa m'a envoyé ça. Quand il montre le trousseau de clés, tu sais que oui, ça c'est pour papa. Donc effectivement, c'est papa qui a envoyé ça. Quand il n'y a pas ces signes-là, vous dites que non, on attend papa, on n'est pas au courant de ça. Donc c'est un peu ça. Ah, mais ça c'est vraiment important, les éléments que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Donc on vous a d'abord appris le respect de soi-même. Ouais. Pour que la femme du Kasaï soit respectée, elle doit elle-même se faire respecter aussi. Tout à fait. Donc j'ai compris par là. Quel est votre projet de société? Vous êtes présidente d'un parti politique, sûrement vous avez un projet de société? Oui, notre projet de société, comme l'émission, on a beaucoup de points, mais je veux parler d'un point où dans notre projet de société, nous sommes dans la transformation de l'être humain, la transformation morale, mentale de l'être humain dans lequel nous investissons avec de formation, avec de sensibilisation et avec l'accompagnement pour le rendre utile, non seulement pour sa personne, non seulement pour lui-même, mais pour la société et son environnement. Donc je comprends par là que votre parti politique a la vision de doter l'homme des capacités qui va le rendre indispensable dans la société pour le développement de notre nation. Tout en le rendant utile. Ça c'est bien dit parce que on voit beaucoup des partis politiques qui n'ont aucun projet de société et j'espère bien que vous le mettez aussi en pratique. C'est pas seulement la théorie et vous n'arrivez pas à concilier la théorie et la pratique chez vous. Nous sommes vraiment dans la pratique. Nous ne sommes pas dans la politique théorique. Nous sommes dans la politique pratique. Je vais d'ailleurs vous inviter le 10. Vous viendrez voir cette jeunesse que nous avons encadrée, que nous avons donné le goût de la politique et nous leur avons transmis ces messages de transformation de l'individu. Donc vous viendrez voir cette jeunesse qui a pris conscience, qui encadre, pas les jeunes, mais qui encadre les femmes dans les âgés. Et aujourd'hui, ces femmes sont épanouies. C'est parce que le MNDL, mon parti, a appris cette jeunesse, a fait comprendre à cette jeunesse, a formé cette jeunesse, et cette jeunesse a pris conscience, elle s'est engagée. Et c'est ça qui fait notre fierté. L'engagement et la métanoïa. Parce que quand on parle de la métanoïa, on voit une transformation de l'être, de l'âme. Donc c'est une transformation holistique, quoi. Nous en sommes fiers parce que c'est déjà à un court terme. Nous avons déjà les feedbacks positifs et nous en sommes fiers. Nous voulons en avoir autant comme ça. Si nous avons beaucoup de personnes comme ça transformées, je crois que nous aurons une nouvelle société. Et ce renouvellement de la classe politique dont nous parlons sera effectif dans notre pays. Et là, c'est un projet élaboré par une femme. Coup de chapeau, madame. Quels sont les grands axes de votre parti? Nous avons plusieurs axes, mais là, comme vous savez, nous sommes dans une période électorale. Le premier axe, c'est cette appropriation du processus électoral. Donc, nous nous préparons pour les élections, mais sans oublier aussi cette continuité de cette formation, la capacité de voir comment nous avons orienté les axes sur les femmes, les axes sur la jeunesse, mais de manière aussi globale, les grandes questions de société qui se posent, nous les traitons et puis nous les orientons selon que nous décidons par rapport à telle ou telle autre question. Donc, ce que je comprends chez vous, les axes sont adaptés aux besoins de l'heure. Oui, la politique étant dynamique, il y a les axes opérationnels, ils sont liés d'abord parce que nous sommes dans un processus électoral et que nous sommes dans la loi électorale. L'axe prioritaire, c'est les élections. Parce que nous devons avoir des personnes
dans les instances décisionnelles, électives ou des nominations. Et c'est ça même l'objectif d'un parti politique. Nous devons influencer la société en interne et en externe. Si nous avons nos représentants au niveau des institutions électives et nominatives, je crois que l'apport serait encore plus significatif, l'accompagnement serait plus significatif et l'expérience, le partage d'expérience va aussi beaucoup aider. Vous savez que quand quelqu'un n'a pas d'expérience, quand quelqu'un n'a pas encore travaillé, son analyse, son débat, il est très différent de quelqu'un qui a déjà une expertise, quelqu'un qui a déjà travaillé. Parce que l'autre, il peut faire l'analyse sur base de la théorie. Mais une analyse pratique sur base d'une expérience, donc c'est des choses parfois qui sont opposées. Mais cet échange d'expérience permet aussi une transformation de la société qui veut un changement réel. Et là, ça me fait penser à un cours d'analyse systémique. Hein? Yeah. Le prof expliquait toujours, il faut comprendre l'ensemble, les systèmes, Yeah. comment ça fonctionne. Ouais. Et beaucoup de gens sont plus dans la théorie que la pragmatique. C'est ce qui me fait parfois rire de Oui, qu'est-ce que vous voulez, on a une démocratie. Ouais. Voilà. Souvent, les femmes se plaignent plutôt le problème économique. Ils n'ont pas assez de moyens pour faire fonctionner leur parti politique. Mais comment faites-vous pour résister? Comment faites-vous pour la survie de votre parti politique? D'abord, la politique, avant d'être un métier, elle doit être une passion. Et la politique, ce n'est pas de l'emploi. Avant d'être une femme politique, il faut être cette femme qui travaille, cette femme productive, qui s'occupe, qui est capable de créer quelque chose, qui est capable de générer de revenus. Donc, on doit dissocier les deux. La difficulté que peut-être certaines pensent qu'aller en politique, c'est de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Donc, nous, notre politique, notre argent, c'est notre vision. Notre argent, c'est notre détermination. Notre argent, c'est notre projet de société. Sans argent, nous avons des membres. Sans argent, nous avons des gens qui adhèrent à notre parti. Et ces gens s'engagent à s'organiser au sein du parti où les gens cotisent, où les gens eux-mêmes se disent « Madame, permet seulement que nous imprimons les drapeaux. Madame, j'ai une activité. Est-ce que vous permettez que je produise encore d'autres quantités de drapeaux ?» Donc, c'est ça notre parti. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision claire que auxquels les gens adhèrent. Il y a un projet de société. Il y a ces messages. Quand la personne reçoit le message, elle est transformée. Elle trouve qu'en adhérant à ces messages, ça transforme sa vie. Cette personne est capable aussi de transformer quelque chose dans la société. Elle se dit, oui, je m'approprie et moi aussi j'y travaille, moi aussi je m'implique, moi aussi j'amène ces messages aux autres. Voilà d'abord la première richesse. Aujourd'hui, nous sommes sur Facebook. Donc, Facebook, le patron de Facebook n'était pas né millionnaire. D'ailleurs, il a fait ses études après avoir été riche, mais c'est sa tête, donc, son intelligence qui a fait de lui un homme aujourd'hui où nous tous nous courons derrière son produit. Donc, c'est un peu ça. Il est vrai qu'on ne sait pas faire la politique sans moyens, mais je crois qu'avec l'intelligence et la vision, les moyens vont suivre. Parce que le moyen, c'est nous les hommes qui les créons. Et moi, j'ai la foi. Parce que dans tout ce que je fais, je suis connectée à l'onction. Ah, mais ça c'est bien, parce qu'il y a quelqu'un qui disait toujours, les idées valent de l'or. Beaucoup de gens ont des idées, mais ils ne savent pas le matérialiser. Tout à fait. Donc là, je comprends que vous n'avez pas de moyens, mais par rapport à vos convictions, vous arrivez à convaincre plutôt vos membres pour, et réaliser nos projets. Pour pérenniser aussi votre projet. Yeah. C'est depuis quand que vous êtes dans la politique comme ça? Je suis dans la politique depuis 2003.
Waouh. Ouais, depuis Donc ça fait 2003. exactement 15 ans Ouais. que vous êtes dans la politique. Coup de Oui. chapeau, madame. Et l'association, je l'ai commencée depuis 2001. Ouais. Donc 17 ans d'existence. Ouais. 17 ans d'existence, 17 ans de lutte, 17 ans de réussite, 17 ans de échecs, 17 ans de pleurs, 17 ans de sourires, mais par moments on dit, quand vous vous réveillez le matin, le Seigneur vous dit, ma fille, vous êtes encore en vie. Réveille-toi, prends ton stylo, voilà écrit ça, lève-toi. Et puis tu te lèves encore avec force. Tu dis voilà, marche, tu poses encore un premier pas et puis ça avance. Les héros ne se lassent pas, si je comprends bien, madame. Donc vous avez toujours une énergie renouvelée. Et voilà, c'est vrai, vous avez rencontré les difficultés tout au long de votre parcours. Et comment vous avez fait face à ces difficultés, et quelle est la plus grande difficulté que vous retenez dans votre vision? Bon, les difficultés sont énormes. Les difficultés sont énormes. Vous savez que parfois, il y a certaines difficultés qui nous arrivent, peut-être pour nous permettre d'accéder à notre objectif. Donc, certaines difficultés vous font une barrière, mais une personne avérée, parfois certaines difficultés, on ne les affronte pas, on les contourne. Et parfois, quand c'est très difficile, il y a des moments où il faut parfois arrêter. Vous vous arrêtez quelques minutes et vous réfléchissez, donc vous réfléchissez et après, vous avez toujours d'autres portes d'orientation qui s'ouvrent. Et bref, dans la vie, il y a toujours des difficultés. Il y en aura. Il faut toujours mais le transcender. plus important, c'est de les transcender, de les contourner, peut-être stopper quand il le faut, devant des difficultés, pour bien réfléchir et bien calculer sa nouvelle projection. Et quelle est la plus grande difficulté? Vous ne l'avez pas dans votre parcours. La plus grande Qui difficulté... vous est restée à l'esprit, qu'on ne peut jamais ôter? Ma plus grande difficulté, je ne la partage qu'avec mon Dieu, celle dans ma chambre. Donc, c'est un secret de Polichinelle. C'est vraiment, c'est mon intimité avec mon Dieu. Ça c'est bien, parce que là nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous recevons pour vous Madame Rita Chei Chitoko Pembe. Elle est présidente nationale des MDL et de FFBGD. Et voilà, c'est une dame qui nous montre au moins le chemin, comment transcender les difficultés. Et nous étions en train de parler du droit de la femme dans les Kassai. Et souvent, on dit que là, le droit est vraiment bafoué. Et madame, on dit toujours que dans les Kassai, les pesanteurs socioculturels et certains stéréotypes sont des freins pour le développement de la femme. Est-ce vrai ou faux? Bon, je crois qu'on a plus accentué ça dans le Kassai, mais je crois que c'est une situation qui est générale. Moi qui vous parle, je suis kassaïenne. Donc ça veut dire que je fais déjà une exception. Je ne suis pas la seule qui fait cette exception. Il est vrai qu'il y a de ces femmes-là qui en subissent, qui sont dans ces contextes-là. Mais aussi, ça dépend aussi. Les Kassai en général, oui. Moi, par exemple, je suis des Mweka. Le Mweka, c'est un royaume, le royaume Kuba. Le royaume Kuba, le pouvoir revient à la femme. Le pouvoir était à la femme. C'est la femme qui a confié ce pouvoir à l'homme. La femme a donné son pouvoir à l'homme. Mon pouvoir à moi, mais moi, je ne veux pas m'asseoir sur la chaise du roi. Il a préféré que l'homme se mette sur la chaise du roi. Ce qui fait que, bien que les hommes ayant le pouvoir, chez nous, à Mweka, les hommes ont le respect pour la femme. Donc, les hommes à Mweka, ils sont pacifiques. Ils respectent leurs femmes. Ils encouragent leurs femmes. Je disais tout à l'heure, moi, la personne qui m'a poussé, c'est mon père.
donc qui m'encourageaient dans ce que je faisais. Et les femmes aussi, c'est des femmes fortes. Aujourd'hui, nous avons des grands messieurs, parce que c'est la maman qui disait à l'homme, hein, Nung, yak la bande, va, étudie. Je viens du Kasaï. Les femmes, elles me disent, maman, regarde nos mains. Nous faisons le champ pour que nos enfants étudient. Regarde nos mains. Nous avons payé le Minerval à nos enfants. Mais aujourd'hui, nos enfants ont fini l'école. Mais ils n'ont pas du travail. Ça, c'est les femmes qui me parlent. Elles m'ont montré le main. Vous comprenez cette femme du Kasaï? Donc, c'est une femme qui a déjà la vision, bien qu'elle n'a pas le diplôme universitaire, mais elle sait ce qu'elle veut de ses enfants. Elle connaît qu'en envoyant l'enfant à l'école, cet enfant, il donne une vie à son fils ou à son petit-fils ou à sa fille. Une autre, à la limite, donc, elle est allée à l'école pour dire aux catholiques, je n'ai pas l'argent pour payer. Et ils se sont arrangés, elle donne les biens en nature correspondant à l'équivalent du Minerval de l'enfant. Ça, c'est les femmes. Et je vous parle de cette femme à Moueka, donc dans les territoires, c'est pas en province, mais dans les territoires, dans la cité de Moueka. Donc, pour vous dire qu'il y a deux femmes qui ont déjà transcendé cette espèce de l'adage ou de coutume qui l'enfreint, mais il est vrai aussi qu'il y a de ces femmes-là, de l'autre côté, à qui, de les bas âges, on les a appris que pour aller au mariage. Donc, leur problème, arrivant en 6e, quand un homme se présente, on lui dit, oui, c'est ça le moment de la femme, tu peux arrêter les études, c'est normal, va parce que tu dois mettre au monde, nous, on a besoin des enfants. Mais c'est ça aussi le grand problème dans les Kasaï, le mariage précoce de jeunes filles. Tout ça, ça enfreint le droit de la femme. Bien sûr, ça enfreint, mais il faut y travailler. Activiste de droit de la femme, vous êtes parti politique, vous devrez aussi plaider pour des problèmes de votre communauté. Que faites-vous pour militer ou pour mettre fin à ces systèmes? C'est pour ça que nous faisons cette sensibilisation en même temps de proximité. Et moi-même, je suis déjà la marchandise à vendre chez moi, au Kasaï. Comment ça? Oui, je suis la marchandise à vendre chez moi. C'est pour ça que j'ai même l'obligation de bonne conduite, parce que je suis une référence pour cette jeunesse. Donc, cette jeunesse ou ces femmes, quand ils me voient, ils disent à leurs enfants, est-ce que vous avez vu Yarita? Donc, ceux qui me connaissent, donc la personne vraiment interne, il m'appelle Yanche Yarita. Même si elle est plus âgée que moi, mais il m'appelle Yarita, parce que c'est comme ça qu'on m'appelait. Ils disent aux enfants, est-ce que vous avez vu Yarita? Et tous les enfants disent, ah, nous devons aussi étudier pour devenir comme Yarita. Ça veut dire que, même quand j'étais partie encore dernièrement, j'ai parlé avec les jeunes filles. Je leur ai dit, il faut étudier. Donc aujourd'hui, les enfants quand même sont engagés. Et plus je multiplie mes descentes à l'intérieur, c'est en même temps pour passer ces messages et encourager cette catégorie de personnes qui a pris conscience, qui à chaque fois qu'ils me voient, ils sont aussi encouragés, déterminés à s'engager, à continuer leurs études et sortir de cet ancrage de coutumes qui les enfreint, cet ancrage de leurs droits qui leur a été privé il y a un bout de temps. Donc voilà pour moi une autre façon, une forme de sensibilisation que je fais pour cette communauté, pour cette population. Vous avez tellement de la matière à nous fournir, mais nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Je crois je vous recontacterai encore pour qu'on puisse parler du phénomène Kamuna Sampou. Juste un mot de la fin, qu'est-ce que vous préconisez pour les challenges, pour l'appropriation des tests juridiques dans les Kasaï? Bon, je pense que pour l'appropriation de tests juridiques, il faut organiser des descentes, des vulgarisations, des formations de femmes dans des structures. Donc le forum de femmes est sur place. Nous devons sensibiliser les femmes, les former. Donc la sensibilisation elle est bonne, mais la formation elle est plus importante. Oui, je crois que c'est le plus important. Mais en ce moment, je ne vois pas comment, par exemple, on peut aller à Moueka où il n'y a pas la paix. Comment on peut aller sensibiliser ces femmes ou les former avec les instruments juridiques? Il faut qu'il y ait la paix. C'est pour ça que nous souhaitons qu'il y ait la paix,
qui est restauration de la paix. Nous invitons toute la communauté, les autorités, pour nous les remercions déjà pour leur implication, les autorités au niveau national. Nous remercions pour leur implication et entre-temps, j'ai lancé un appel à tous les frères et sœurs du Kasaï, particulièrement ceux de Moueka, que chacun conjugue les efforts de façon que nous restaurons la paix dans notre territoire parce que nous n'avons besoin que la paix, nous ne voulons que la paix, nous voulons que cette femme dont nous voulons que ce droit lui soit reconnu et que cette femme soit sensibilisée, formée pour rentrer dans ce droit, soit en paix avec les enfants. Et si nous voulons un Congo meilleur, si nous voulons un territoire développé, construit, il faut qu'il y ait la paix. Là, nous avons reconnu la voix d'une femme, d'une mère qui veut la paix dans son territoire. Mesdames, messieurs, sur ces belles paroles de paix que nous mettons un point final à cette émission. Merci parce que vous étiez nombreux à nous suivre. J'ai dit également merci à Madame Rita Chey. Malgré ses multiples occupations, elle a accepté d'être de notre ce soir. Et merci. Merci aussi à la grande équipe. Restez branchés à votre chaîne Numérica TV, la chaîne intelligente. Bye bye. Inabakia tu Mungu atuponeshe. Watu wanatafuta ukweli, mapendo kwenye iko ni mbali. Watu wanafika sawa. Inabakia tu Mungu atuponeshe.